Le monde est un vaste terrain de jeu pour la plupart des animaux. Jouer constitue d'ailleurs une sérieuse part de la vie des mammifères. Mais pourquoi donc les animaux s'adonnent-ils sans retenue au plaisir ludique? Ces activités gourmandes en énergie et parfois même risquées posséderaient-elles une fonction? Dans la lutte pour la survie, jouer ne devrait logiquement pas figurer en tête de liste des priorités animales. Certains pourtant, tels nos proches cousins bonobos, consacrent des heures et des heures à ce passe-temps apparemment improductif, jouant parfois jusqu'à l'épuisement. Des scientifiques de plus en plus nombreux mènent des recherches sur le sujet, dans l'espoir de découvrir si les animaux en tirent au final plus d'avantages que d'inconvénients. Il est difficile de dire précisément en quoi consiste le jeu, s'il est profitable et quelle a été son évolution. La première difficulté est de définir ce que l'on entend par la notion de jeu. Les scientifiques s'accordent à dire qu'une des caractéristiques du jeu est qu'il ne semble pas avoir de but précis. Autre élément clé, il se fait sur une base volontaire entre des joueurs qui doivent avoir envie de s'amuser. Or, l'animal ne joue que s'il est détendu. Quant au comportement lui-même, il peut nous faire penser à un combat, à un accouplement, voire à une chasse, mais ce n'est qu'une illusion. Dans les parcs marins, par exemple, les animaux semblent bien être en train de jouer. Ces acrobates passent leur journée à s'entraîner pour exécuter sauts et pirouettes. Mais pour eux, il ne s'agit pas d'un jeu, car cette activité a un but, nous divertir, et elle n'est pas spontanée, puisque ce sont leurs entraîneurs qui enjoignent les animaux à faire leur numéro. John Kershaw, le responsable de Marineland, prend bien soin de ne pas assimiler ce comportement à un jeu. Il faudrait faire très attention à l'interprétation de ce qu'on voit. Il faudrait faire très attention, ne pas dire les animaux sont en train de jouer en permanence. Les animaux, ils ont aussi besoin de contraintes dans la vie. Parce qu'ils auront des contraintes dans la vie naturelle. Ils ont besoin d'avoir des problèmes, de trouver des solutions et de se sentir bien parce qu'ils ont trouvé cette solution. Donc ce que nous proposons comme jeu sont en fait des casse-têtes pour ces animaux. Ils sont obligés de faire un petit peu le tour de la chose pour comprendre ce que nous voulons. Dans quel cas, le jeu n'est plus un jeu, c'est une contrainte que nous proposons à l'animal pour sa satisfaction personnelle. Sans ce genre de stimulation intellectuelle, les animaux souffriraient d'un profond ennui. Même s'ils ont l'air d'aimer ça, le jeu véritable, lui, reste spontané. Et c'est une activité à laquelle de nombreux animaux ont l'air plus qu'heureux de participer. En fait, les scientifiques pensent aujourd'hui que le plaisir tiré du jeu constitue l'une de ses fonctions essentielles. Ce qui est certain, c'est que le jeu est particulièrement courant chez les jeunes animaux et plus répandu parmi certaines espèces. C'est ce qu'a pu observer le biologiste Mark Bekoff, qui étudie le jeu animal depuis plusieurs décennies à l'Université américaine du Colorado. Dans une espèce donnée, les jeunes animaux jouent généralement plus que les adultes, car ils ne sont pas responsables de leur propre vie. Ils sont nourris et protégés. Le jeu survient chez les animaux jeunes quand ils ne sont pas encore responsables. Les jeunes animaux peuvent même mordre les plus âgés sans qu'on leur en tienne rigueur, mais dès qu'un jeune devient un concurrent en matière de nourriture ou de reproduction, les animaux plus âgés n'aiment plus jouer, car le jeune menace leur statut. Les comportements ludiques débutent peu après la naissance. Certains animaux sont même prêts à jouer quelques jours, voire quelques heures à peine après leur venue au monde. À les regarder,
Il semble évident que ces jeunes animaux jouent pour se préparer à leur vie future. C'est en tout cas ce qu'ont pensé les scientifiques durant de nombreuses années. Le jeu était alors perçu comme une phase d'apprentissage informel de la chasse, des combats et de l'accouplement. À travers leur jeu, les jeunes animaux paraissent en effet imiter leurs aînés. On peut d'ailleurs repérer des éléments du comportement adulte lorsqu'ils courent, chassent ou luttent. Toute aptitude indispensable plus tard à leur survie. Mais après avoir effectué d'imposantes recherches, les scientifiques pensent aujourd'hui que l'idée d'un entraînement des jeunes pour leur vie future est réductrice. Les bénéfices du jeu semblent être bien plus subtils. Il pourrait avoir des effets positifs immédiats pour les jeunes animaux. Il leur apporte sans aucun doute un exercice physique. Et il pourrait aussi les aider à établir leurs rôles sociaux et développer leur capacité de communication au sein du groupe. Les scientifiques suggèrent même que les plaisirs ludiques procurent une sensation de bien-être physique et psychologique. Le jeu offrirait aussi l'opportunité de tester des comportements risqués en toute sécurité. Il préparerait donc les animaux à des problèmes futurs en les mettant dans des situations inattendues. Autant de paramètres que nous allons explorer au cours de ce périple dans le monde du jeu. Beaucoup d'animaux sont visiblement très joueurs, mais toutes les espèces pratiquent-elles pour autant ces activités ou bien certaines ont-elles mieux à faire de leur temps? Suite à de longues années de recherche, le docteur Gordon Burghardt a élaboré une théorie permettant d'identifier les animaux les plus susceptibles de jouer. La théorie du surplus de ressources est une idée qui m'est venue pour essayer d'expliquer pourquoi certains animaux jouent et dans quel contexte. L'idée est que les animaux jouent lorsqu'ils évoluent dans un environnement favorable. Nous savons que si les animaux ont un accès facile à la nourriture et que les ressources sont abondantes dans la nature ou en captivité, ils jouent plus que des animaux qui n'ont pas de nourriture en quantité suffisante ou qui passent leur temps à en chercher. Si l'on doit passer son temps à assurer le minimum vital, alors on n'a pas de temps à consacrer à une activité qui semble futile ou dont on tire peu de bénéfices. Les babouins olives sont présents dans toute l'Afrique centrale. Et si l'on suit la théorie du docteur Burghardt, ils semblent bien placés dans la course au jeu. Principalement végétariens, ces primates se nourrissent d'herbes, de feuilles, de fruits et, à l'occasion, de petits animaux. S'ils passent une bonne part de la journée à chercher de la nourriture, celle-ci est abondante et les babouins disposent donc de temps libre qu'ils consacrent à dormir, s'épouiller ou à jouer. Les jeunes babouins disposent en effet d'une réserve d'énergie qu'ils utilisent en général pour batifoler dans les alentours. Ils sont encore nourris par leur mère et n'ont aucune raison de gaspiller leur précieux temps de récréation en quête de nourriture. Chez eux, le jeu fait son apparition quelques semaines après la naissance. Durant cette période bénie, libre de toute responsabilité, tous les jeunes s'amusent ensemble. Les animaux qui ont reçu le plus de soins parentaux étant jeunes sont ceux qui jouent le plus. Si les parents leur fournissent des ressources, protègent les petits des ennemis et les gardent à l'abri ou dans un environnement propice à leur survie, ils s'ennuient en quelque sorte. Ils ont du temps, ils ont reçu l'alimentation dont ils ont besoin pour se développer. C'est dans ce contexte qu'on pourrait observer le jeu. On sait que les animaux qui bénéficient de soins parentaux prolongés sont plus joueurs que ceux qui auront été maternés pendant une période plus courte. Les babouins olives vivent au sein de groupes pouvant atteindre 200 individus, parmi lesquels les jeunes demeurent sous la surveillance de leur mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Les bébés babouins s'éloignent très peu des adultes. Quelqu'un est toujours prêt à faire du babysitting pour que les jeunes soient constamment protégés des prédateurs. Après cette période de soins parentaux intenses, les adultes lâchent un peu de lest.
Et il faut dire que les parents babouins ne sont pas du genre strict. Ils autorisent leurs rejetons à prendre des risques en s'engageant sur des terrains de jeu pour le moins aventureux. Les jeunes disposent donc d'énergie superflue ainsi que de la protection de leurs parents. Mais un troisième élément rend ces animaux plus enclins que d'autres aux activités ludiques. Il existe un autre facteur important. On observe que les animaux qui peuvent faire bouger leurs membres, leur visage et leur corps, jouent plus que ceux qui sont limités à certains types de comportements. Si leur répertoire normal comprend beaucoup d'activités différentes, on remarque que ces animaux peuvent réarranger et utiliser ces comportements dans des contextes différents et s'entraîner à faire diverses choses. Ceci semble être un facteur important dans le jeu. Les animaux doivent donc posséder certaines caractéristiques physiques pour intégrer l'univers ludique. Les babouins sont sans aucun doute très adroits. Et lorsqu'ils seront grands, ils devront être capables de faire du tout-terrain, traverser des rivières ou monter aux arbres pour dénicher de quoi se sustenter. Ces intrépides aventuriers vont devenir experts en quête de nourriture, même dans les lieux les moins accessibles. En attendant, les jeunes babouins olives passent une grande partie de leur temps à explorer leur territoire pour perfectionner leurs aptitudes à l'escalade. Mais ils commettent parfois des erreurs. À trop jouer avec le feu, certains n'en réchappent pas. Résultat des courses, le jeu est l'une des premières causes de mortalité chez les jeunes animaux. Certes, c'est peut-être une part vitale de leur éducation, mais le jeu confronte les jeunes à de nombreux périls, sur terre comme en mer. Parce que les jeux aquatiques consomment moins de calories que les jeux terrestres, les mammifères marins font partie des plus joueurs du règne animal. Les bébés otaries naissent à terre en relative sécurité, mais elles passent la plupart de leur vie dans l'eau. Et ce trajet de la plage protégée vers la pleine mer se révèle dangereux pour bon nombre de ces novices qui disposent d'un temps très limité pour devenir des nageuses émérites. Première étape pour se familiariser aux techniques de base de la natation, barboter dans des bassins de roches peu profonds. Puis, âgés d'à peine quelques mois, les jeunes otaries quittent le petit bain pour s'aventurer en mer où leurs jeux leur apprennent à maîtriser les vagues et le courant. Mais elles sont complètement ignorantes des dangers qui les guettent au sein du vaste océan. « 80% des jeunes otaries meurent durant cette période-là parce que trop absorbées par leur jeu. Elles n'ont pas vu les prédateurs s'approcher. Étant donné un taux de perte si élevé, il est difficile de penser que le jeu en vaut la chandelle. Et pourtant, saison après saison, les bébés otaries se piquent au jeu du barbotage. Les animaux captifs, eux, n'ont pas ce genre de préoccupation. Ces jeunes nageurs déjà confirmés viennent de recevoir un nouveau jouet pour se divertir. Même s'il n'a l'air de rien, ce bidon suffit immédiatement à éveiller leur curiosité. Dans la nature, les mammifères consacrent entre 5 et 10% de leur temps à jouer. Mais en captivité, leur temps de récréation est nettement plus long. Il faut dire que les animaux captifs n'ont nul besoin de passer leur journée à chasser puisque la nourriture leur est fournie à domicile. Et ils ne sont pas non plus menacés par des prédateurs. Finalement, tous leurs besoins sont satisfaits. Sauf, bien sûr, celui de la chasse. Dans le cas d'un jeune animal, ce qu'il va faire, quand on lui présente un objet qu'il ne connaît pas, il approchera l'objet avec une certaine méfiance. Une fois qu'il aura vu que l'objet n'est pas dangereux, là, il va s'inventer des jeux avec.
Ils ont montré le genre de jeu qui va, dans le cas de Notari, tourner autour de la chasse. Autrement dit, j'essaie de tuer le bidon, de ramener le bidon, de dominer le bidon. Né en captivité, ce bébé otari ne sera jamais contraint d'apprendre à chasser une proie vivante pour se sustenter. Mais ses instincts de prédateur réapparaissent en jouant. Ses mouvements sont similaires à ceux qu'effectue un adulte sauvage lorsqu'il tente de prendre le contrôle de sa victime. Cette jeune otari dispose d'un surplus de ressources énergétiques, ce qui lui permet d'expérimenter diverses techniques avec cette proie indigeste. Et ensuite, ces jeux ils vont se transformer en jeux aussi où il va répéter la dominance. Il va essayer de garder le bidon pour lui. Il essaiera d'éloigner d'autres otaries qui voudraient jouer avec le même bidon. Donc ça servira à deux choses dans la vie. Pour preuve, cette otari adulte effectue le même geste lorsqu'elle tente de garder pour elle seule son dîner. D'autres mammifères marins sont également connus pour être d'incorrigibles joueurs. Mais parce que les dauphins sont incapables de manipuler des objets avec leurs nageoires, ils ne possèdent pas la dextérité des otaries et doivent donc trouver d'autres façons de jouer. Ce serpent de mer n'est pas vraiment bon à manger. Les dauphins sont cependant amusés par ce jouet vivant. Les orques ont le même souci que les dauphins. Elles doivent utiliser leur bouche pour jouer. Ainsi, la manipulation de cette algue n'a aucun but précis. Il s'agit simplement d'une forme de divertissement pour l'animal. Nous avons vu que pour combler la journée des orques en captivité, on les entraîne à se produire en public. Cette stimulation mentale est nécessaire à leur bien-être, car une vie oisive serait nuisible pour ces animaux intelligents. Mais même si ces mammifères marins accomplissent un travail, on leur octroie aussi du temps libre pour faire ce qu'elles souhaitent spontanément. John Kershaw souhaite nous montrer que le jeu des orques diffère de celui des autres mammifères marins. Ce minuscule jouet ne fait pas le poids face à ces géantes des mers. D'une longueur de 7 mètres, elles ont besoin d'un objet plus adapté à leur taille. Quand nous laissons les animaux seuls à s'exercer avec les accessoires, là, il fera ce qu'il veut avec. Et là, dans ce cas-là, il va utiliser ce qu'il a appris, mais il l'utilisera en forme de jeu. Ça, c'est des jeux. Ce qu'ils font en général avec nous, ce ne sont pas des jeux. Mais quand on les abandonne à leur propre jeu, ceux-ci sont loin d'être aussi spectaculaires. Ce type d'activité ludique est bien distinct des acrobaties que les orques doivent exécuter en public. Les orques sont une espèce cérébrale. Dans un monde humain, elles seraient plutôt du genre à disputer une partie d'échecs que de chasse. C'est d'ailleurs grâce à une minutieuse manipulation que cet orque rusé a mis au point un nouveau jeu. Grâce à un peu de pratique, ce bidon peut tenir en équilibre sur le dos de cet intello des mers. Nous avons vu une orque avec un bidon sur le dos, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que ça semble très statique ce genre de comportement, mais en fait, c'est elle qui a cabossé le bidon avant pour que ça aille pile poil sur son dos. Donc elle a quand même changé un jouet pour pouvoir le mettre sur le dos. Et ça, c'est vraiment de l'intelligence. En adaptant son jouet pour pouvoir s'amuser de diverses façons, cet orque nous prouve que le jeu peut être influencé par l'intelligence. Les capacités cérébrales seraient-elles un autre facteur séparant les joueurs des autres? Les requins, par exemple, ne sont pas adeptes des plaisirs ludiques. Ces squales ne bénéficient d'aucun soin parental après la naissance.
Les bébés agissent immédiatement comme des reproductions miniatures des adultes, sans réelle période d'apprentissage. Et l'on ne peut pas dire que les requins soient perçus comme les Einstein des océans. Les tortues non plus d'ailleurs. Est-ce leur supposé manque d'intelligence qui les rendrait moins joueurs? Peut-être, mais surtout elles n'ont pas besoin de s'adapter. Ces espèces existent sous leur forme actuelle depuis des millions d'années et sont en parfaite adéquation avec leur environnement. Elles vivent et meurent au sein d'une chaîne alimentaire inchangée depuis des milliers d'années. C'est le cas par exemple de ces tortues méditerranéennes qu'abrite le parc Marineland. Relativement âgées, ces vieilles dames vivent ici depuis pas moins de 30 ans. Et leur intérêt pour ce nouveau jouet est loin d'être fulgurant. Les tortues ne jouent pas, c'est un animal qui existe dans sa forme actuelle depuis des milliers d'années. Donc cet animal est pas mal évolué, il ne bougera pas beaucoup plus et il ne se sert pas tellement de son cerveau. Il sert de ses instincts pour manger ce qu'il a toujours mangé. Ce n'est pas un animal qui va s'adapter, ce n'est pas un animal intelligent, c'est donc un animal qui ne jouera pas. Il semble donc que l'intelligence ait un effet sur le jeu, tout comme le besoin de s'adapter à un environnement changeant. Or, la plupart des mammifères doivent en permanence chercher des solutions pour survivre, et le jeu semble les aider à atteindre ce but. Les reptiles, eux, sont sur Terre depuis bien plus longtemps et sont déjà parfaitement adaptés à leur situation. Mais ce n'est pas tout. Après avoir passé des années à étudier le jeu chez une grande variété d'animaux, le docteur Gordon Burghardt soutient que si les reptiles jouent moins que les mammifères, c'est en raison de leur capacité physique limitée. Une des raisons pour lesquelles on ne remarque pas autant le comportement de jeu chez les reptiles et d'autres animaux à sang froid, c'est qu'ils n'ont ni un métabolisme, ni un système musculaire qui leur permette d'exercer une activité énergique sur la durée. Un animal comme un iguane ou un varan peuvent se déplacer rapidement s'il s'agit de fuir un prédateur ou de chasser une proie. Mais ils se fatiguent rapidement parce que leur métabolisme ne peut assimiler l'oxygène à travers la respiration ou la circulation, comme c'est le cas chez les mammifères. Ils ne sont donc pas capables de soutenir une activité physique qui est l'une des caractéristiques du jeu. Les reptiles doivent sauvegarder autant d'énergie que possible pour ce qui est vital. Pour les reptiles, le coût du jeu semble surpasser tous les bénéfices qu'ils pourraient gagner de cette activité. Tout mouvement superflu est un gaspillage des ressources qui risque d'entraîner la mort d'un insouciant lézard. Au même titre que les mammifères, les animaux en captivité ne vivent pas avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pourtant, les scientifiques ont pendant longtemps supposé que les reptiles étaient incapables de jouer. Mais lorsque le docteur Burghardt leur a appliqué sa théorie du surplus de ressources, il a réalisé que certains de ses amis à écailles possédaient bien les attributs nécessaires au jeu. En réalité, pour des reptiles, les varans sont particulièrement joueurs, même s'ils ont l'air de jouer au ralenti. Les lézards, comme ce varan,
peuvent faire des choses, utiliser leurs pattes, leur museau, leur langue. On trouve probablement un comportement plus joueur chez ce type d'animal que chez un serpent, qui n'a pas de membres, qui ne peut pas faire grand-chose avec sa bouche à part manger, alors que chez les lézards, on trouve des signes de jeu évidents. Mais bien sûr, pas de manière aussi soutenue ni aussi universelle que chez les mammifères. Certains reptiles peuvent donc pratiquer des activités ludiques, même s'ils ne sortent pas le grand jeu. Tout comme les mammifères, il apparaît que les varans possèdent un métabolisme rapide comparé à celui des autres reptiles, ainsi qu'une intelligence supérieure. Ce sont aussi des prédateurs actifs qui n'attendent pas sans bouger que la nourriture leur arrive directement dans la bouche. Pour ces reptiles, le jeu posséderait une certaine valeur, mais le temps consacré à ce loisir est relativement limité. Les mammifères passent en revanche un temps considérable à jouer, et ce comportement est clairement plus facile à identifier. Il est cependant bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Ainsi, de nombreux mammifères montrent leur domination en jouant à se bagarrer, mais aussi leur habileté de prédateur en se jetant sur toutes sortes de proies. Pour l'observateur néophyte, ces comportements ne sont qu'un ensemble d'exubérants mouvements, alors que les hommes de science classent les types de jeux en catégories bien distinctes. Les scientifiques identifient 3 types de jeux: le jeu d'objets, le jeu locomoteur et le jeu social. Comme son nom l'indique, on parle de jeu d'objets lorsque des animaux comme les chiens, les chats ou des animaux sauvages manipulent des objets. Le jeu locomoteur implique, lui, toutes sortes de courses et constitue généralement une activité solitaire. Tandis que le jeu social apparaît lorsque 2 ou plusieurs animaux s'amusent ensemble. Mais les animaux eux-mêmes respectent peu ce genre de catégorie. Et durant un jeu social, il n'est pas rare de voir 2 chiens entamer un jeu locomoteur en courant l'un après l'autre, tout en se disputant un objet. Certains animaux s'engagent dans l'une ou l'autre seulement de ces activités ludiques, alors que les joueurs invétérés combinent souvent les 3. Essayons cependant de faire le point sur les règles de chacun de ces jeux. Les animaux domestiques ont la chance de disposer de jouets conçus spécifiquement pour leur jeu d'objets. Mais dans la nature, n'importe quel objet et souvent même d'autres créatures vivantes peuvent se métamorphoser en jouets potentiels pour les jeunes curieux. Le jeu d'objets est très courant chez les prédateurs qui manipulent en tous sens et explorent les moindres recoins de ce qui est nouveau pour eux. Puis, quand le joueur a pleinement épuisé les possibilités offertes par son joujou, il s'en désintéresse pour se diriger vers de nouvelles découvertes. Lorsque les scientifiques parlent de jeux locomoteurs, ils se réfèrent aux sauts, courses effrénées, gambades ou autres cabrioles fréquemment observées chez les animaux à sabots. Le jeu locomoteur est la première activité ludique observée chez les bêtes. Elle apparaît le plus souvent sans aucune raison ni stimulation. Ce sont les animaux menacés par des prédateurs qui sont les plus susceptibles de montrer ce type de comportement. Et même si les vaches domestiquées ne sont pas vraiment en danger, leur instinct persiste. Les scientifiques pensaient auparavant que le jeu locomoteur existait pour que les animaux soient en bonne forme physique. Mais ce type de jeu intense est de brève durée, et la condition physique qu'il permet à l'animal d'acquérir ne résiste donc pas bien longtemps. Tout compte fait,
Il semble que le jeu locomoteur ait plus à voir avec un développement musculaire spécifique qu'avec une condition athlétique. Pour ce bébé gnou, par exemple, une habileté à se mouvoir rapidement peut tout simplement signer la différence entre la vie et la mort. Ces premiers mouvements non coordonnés marquent le début d'une période où il va jouer jusqu'à parvenir à être parfaitement en jambes. Ceux qui ne peuvent ou ne savent pas se mouvoir deviennent rapidement la proie des nombreux prédateurs de la savane. Le jeu social, enfin, décrit n'importe quel jeu qui se joue à plusieurs. Les exemples classiques de jeux sociaux incluent les comportements de simili-agression, tels la chasse et les bagarres fréquemment observés chez les jeunes singes. Le combat ludique est de loin la forme de jeu social la plus étudiée au sein du règne animal. Plus de 80% des études sur le jeu lui sont en effet consacrées. Alors que les humains consacrent assez peu de temps au jeu de combat, il semble que pour les animaux, ce soit tout simplement le plus courant. Et il possède bien des attributs des combats véritables. Au point que l'on croirait par moments assister à une répétition de combats pour la dominance. Mais le combat ludique est généralement plus doux. Un peu comme si les animaux faisaient semblant de se battre au ralenti. Aucune chance en effet de confondre les gestes inoffensifs des jeunes éléphants de mer avec des luttes sanglantes de ses aînés. Les mouvements de base sont les mêmes, mais les enjeux bien plus graves. Devenir le seul mâle dominant du harem. Les antilopes kobs d'Afrique prennent elles aussi part à de violents combats de dominance. La cagnotte en jeu est un prix de choix puisque seul le mâle vainqueur aura le droit de s'accoupler avec les femelles des alentours. C'est bien l'issue de ces combats qui décidera si les antilopes engendreront une lignée ou bien mèneront une vie d'éternel célibataire. Si on les observe attentivement, les jeux de lutte des jeunes kobs présentent les mêmes mouvements, mais sont exempts de brutalité. Pourtant, lorsque deux animaux s'engagent dans un combat ludique, un risque réel de blessure n'est pas à écarter, surtout si l'un des deux passe soudainement du jeu à une lutte authentique. D'ailleurs, comment les deux partenaires savent-ils qu'ils sont en train de se battre pour de faux ou pour de vrai ? En se posant cette question, les scientifiques ont découvert que certains animaux disposaient de signaux spécifiques communiquant leur intention de jouer. C'est au cours de ses recherches sur les chiens domestiques et sauvages que Mark Bekoff a décrypté le protocole du jeu animal. Si vous observez des animaux sans bien les connaître, vous ne saurez pas s'ils jouent ou pas. Une des façons de reconnaître le jeu est qu'ils ne se mordent pas aussi fort qu'ils le pourraient. Ils ne se frappent pas aussi violemment qu'ils en auraient la capacité. Pendant le jeu, ils envoient des signaux de jeu. Les chiens, les loups et les coyotes, par exemple, ont une sorte de salut. Ils s'inclinent en s'appuyant sur leurs pattes avant, avec leur train arrière en l'air, tout en remuant la queue et en aboyant. C'est leur manière de dire qu'ils veulent jouer. Ils le font à nouveau au cours du jeu et juste avant de mordre, comme pour dire « Attention, je vais te mordre, mais c'est pour jouer » ou « Désolé de t'avoir mordu, allez, continuons à jouer ».
Les chimpanzés possèdent leur propre panel de signaux indiquant qu'ils souhaitent jouer l'un avec l'autre. Lors d'un jeu physique, les primates arborent ainsi une physionomie joueuse, c'est-à-dire une expression faciale détendue avec la bouche grande ouverte, qui constituerait même les prémices du sourire humain. Si le jeu devient plus brutal, l'expression du visage permet de signifier l'intention de jouer et non de blesser son camarade. Cette expression s'accompagne souvent de vocalisations, des sons haletants qui sont l'équivalent du rire chez l'homme. Mais si les humains s'esclaffent le plus souvent au cours de conversations, les chimpanzés, eux, rient seulement lors d'un contact physique, que ce soit au cours des jeux de bagarre ou lorsqu'ils se chatouillent. La physionomie joueuse est simplement le signe dont les chimpanzés se servent pour que leurs camarades de jeu sachent qu'ils ont envie de s'amuser. Et chez eux, les jeux de main n'ont rien de vilain. Bien au contraire. Les grands singes tendent leurs bras, touchent leurs mains respectives ou adoptent une démarche accentuée pour signifier qu'ils sont d'humeur joueuse. Puis, pendant le jeu, ils se mordillent les mains ou les pieds, mais sans se pincer trop fort. Comme cela se reflète dans leur jeu, les chimpanzés sont des animaux très sociaux. Mais le jeu social n'est pas réservé aux seuls animaux vivant en groupe. Au-dessus du cercle arctique, les ours polaires mènent des existences très isolées. Tant qu'ils sont jeunes, leurs mères prennent bien soin d'eux et ils ont le temps et l'énergie nécessaires pour se consacrer à des jeux multiples. Leur choix de jouer est certes limité, mais ce n'est pas cela qui va les empêcher de s'amuser. Comme chez de nombreux prédateurs, leur activité ludique simule un comportement qui leur servira plus tard dans la vie. Mais alors que la plupart des animaux cessent de jouer en prenant de l'âge, les ours demeurent joueurs, même adultes. Ces ours vivent seuls, arpentant la banquise en quête de nourriture. Chaque ours possède son propre territoire, et la plupart du temps, ils prennent bien garde de se tenir à l'écart des autres. Mais quand ils se rencontrent, les mâles semblent ravis d'avoir l'occasion de s'abattre ensemble. Et leur jeu consiste presque toujours en un jeu social. Tandis que les mâles adultes prennent part à des combats pendant la saison de reproduction, il est clair que ce jeu de bagarre n'est pas une réelle lutte de dominance. Alors en quoi ce jeu social est-il lié au besoin social de ces animaux solitaires? Les ours sont vraiment intéressants. Beaucoup de personnes, par le passé, ont avancé l'idée que leurs jeux sociaux devaient être liés à leur organisation sociale complexe. Le problème est que les ours, excepté pour le lien mère-ourson, ne sont pas des animaux sociaux et n'ont pas une organisation sociale complexe. Ils comptent pourtant parmi les animaux les plus joueurs de la planète. C'est donc une sorte de paradoxe. On ne peut donc pas dire qu'ils s'entraînent à travers les jeux de combat, de chasse et la manipulation d'objets à leur comportement social d'adulte parce que ça ne colle pas. Le jeu social des ours polaires n'est donc pas lié à leur vie sociale. Peut-être ce jeu de lutte n'est-il qu'un exercice physique ou une stimulation mentale. Il pourrait aussi être une façon de se jauger pour des combats à venir.
Les ours sont en sécurité au sommet de la chaîne alimentaire et ils peuvent donc jouer sans craindre la menace d'éventuels prédateurs. Le seul ennemi de l'ours est l'ours. Parfaitement capable de blesser l'autre, les ours prennent cependant soin de ne pas jouer ensemble de manière violente. Les animaux les plus forts font attention à ne pas être plus puissants que leurs camarades, employant ainsi une stratégie de jeu connue sous le terme d'auto-handicap. Car aucun jeu ne peut se jouer sans règles. Les simili-morsures ou coups de gueule sont caractéristiques du jeu de l'ours, et ceux qui ne sont pas fair-play sont tout bonnement exclus de la partie. Les animaux qui jouent trop brutalement sont d'ailleurs toujours les derniers à être choisis comme partenaires de jeu. Mais encore faut-il que les deux partenaires puissent exprimer leur avis, ce qui n'est pas toujours le cas. À l'autre bout du monde, les eaux glaciales de l'Antarctique abritent un terrifiant prédateur. Le léopard des mers chasse des poissons et des manchots, et on raconte même qu'il aurait tué des hommes. Pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres et armés de longues dents acérées, les léopards de mer sont bien équipés pour réduire leur proie en miettes. Ce manchot sans défense perché sur son minuscule iceberg semble constituer un repas bien facile. La vie de ce manchot dépend désormais de la mâchoire de son redoutable prédateur. Mais plutôt que d'achever sa proie et de s'en retourner vers d'autres aventures, le léopard semble préférer s'amuser avec sa nourriture. Attentif à ne pas blesser sa proie, le léopard se plaît à taquiner son jouet. Nul doute que celui-ci aimerait bien se faire la malle. Chats et chatons sont aussi bien connus pour raffoler de ce type de jeu de prédation. Leur instinct de chasse est si développé que n'importe quel objet est apte à susciter une attaque. Et ce comportement de prédation persiste chez les chats tout au long de leur vie. Ils jouent certes moins souvent que leurs rejetons, mais il est courant de les voir s'amuser avec une fausse souris ou toute autre proie vivante. Ce qui contribue à remettre en cause la théorie affirmant que le jeu n'est qu'un perfectionnement de capacités spécifiques pour une vie d'adulte. Des scientifiques ont essayé de déterminer la fonction du jeu et ont mené des expériences. Par exemple, les chatons qui jouent avec des pelotes de laine ou des fausses souris sont-ils de meilleurs chasseurs lorsqu'ils traquent de vraies souris? Il s'avère que cette idée, qui semble assez évidente, n'est pas confirmée. Et il y a tout un ensemble de preuves qui montrent que ces arguments, qui semblent très plausibles pour expliquer le jeu animal, ne tiennent pas la route. Le jeu semble donc avoir une fonction, mais pas celle qui semblait la plus évidente. Un entraînement pour une pratique précise. Alors pourquoi les animaux captifs et sauvages jouent-ils comme cela avec leur proie? Les animaux qui capturent une proie, la relâchent pour la capturer à nouveau, et ainsi de suite, sont en fait en train de jouer. C'est un comportement que l'on peut comprendre et qui sert en quelque sorte à faire durer le jeu. Ils aiment chasser et apprécient ce jeu. Et ils n'ont pas vraiment faim. De toute façon, ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de tuer un animal, mais parce que c'est une façon de prolonger la récréation. Ce léopard adulte est déjà un chasseur confirmé. Il n'a aucun besoin de pratique supplémentaire.
Consommateur de temps et d'énergie, le jeu semble être un gaspillage des ressources pour l'animal. C'est un comportement qui ne devrait pas normalement être encouragé par l'évolution. Jusque dans les années 90, on pensait que le jeu était une perte de temps et d'énergie, mais ce n'est pas le cas. En jouant, les animaux interagissent, ils font un exercice physique, entraînent leurs aptitudes cognitives et leurs capacités locomotrices, pour tester l'allure à laquelle ils courent par exemple, ou juger de la taille d'un rocher et savoir s'ils peuvent sauter d'une falaise. Le jeu n'est donc absolument pas une perte de temps. Le jeu est en fait très important pour le développement, et ce que nous voyons chez les animaux qui n'ont pas l'opportunité de jouer, c'est qu'ils ne se développent ni socialement, ni cognitivement, ni physiquement. Les scientifiques sont donc d'accord pour dire que le jeu est important et même vital pour le bien-être animal. Mais plutôt qu'un perfectionnement pour une activité précise comme la chasse, il est considéré comme contribuant au développement physique et mental général. La science du jeu a gagné ses lettres de noblesse au cours des années passées et les complexités de ce comportement sont aujourd'hui finement examinées. Certains pensent que le jeu est crucial pour le développement du cerveau, ou bien qu'il prépare l'animal à réagir à des situations imprévues. Mais la réponse est peut-être encore plus simple. Je pense qu'une des raisons d'être, et peut-être aussi une fonction du jeu, est l'amusement qu'il procure. Il n'y a aucun doute que les chiens et les chats, certains oiseaux, les loups et les chimpanzés adorent jouer. Et je pense que c'est ça le côté positif qu'ils en tirent. Ils apprécient les jeux, ils jouent plus et de façon évolutive. Il n'y a donc pas lieu de penser que quelque chose qui divertit ne sera pas conservé dans le répertoire comportemental. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les animaux jouent, ce comportement semble en tout cas bien agréable. Né d'une surabondance d'énergie, le jeu est une sorte de soupape à laquelle les animaux s'adonnent par divertissement. D'ailleurs, ces otaries surfant dans les vagues ne nous montrent-elles pas que la société des loisirs n'est pas réservée aux humains? Alors, même si l'étude du jeu s'est au fil des ans transformée en un sujet sérieux, n'oublions pas que le principal, c'est quand même de s'amuser.